Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Antoine Bazin. Salut Antoine. Salut Vincent. Antoine est quelqu'un que j'ai rencontré dans le monde professionnel, dans une de mes formations, chez un de mes clients, et je trouvais qu'il avait beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter sur un sujet qui me tient à cœur, qui est l'organisation personnelle, la gestion de soi dans le monde du travail. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais demander à Antoine de se présenter pour que vous, chers auditeurs et chères auditrices, puissiez faire connaissance avec lui. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Antoine Bazin. Effectivement, je travaille pour l'entreprise Sonsbo SA, au sein du service des ressources humaines. Je suis principalement en charge des ressources humaines pour la production. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans l'industrie automobile, principalement les ressources humaines. J'ai travaillé près de 10 ans en France pour un grand groupe équipementier automobile. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, j'ai le plaisir de travailler pour le groupe Sonsbo. Parfait. Donc, en fait, tu suis un module que je donne dans cette entreprise qui s'appelle, que Sonsbo a nommé Leading Together, parce qu'en fait, ça venait de Growing Together, qui était le programme chapeau en fait de Sonsbo. Et dans ce programme Growing Together, il y avait une partie leadership qu'on développait, donc on a construit avec une de tes collègues, Émilie. Et donc, le deuxième module de ce parcours de leadership, c'est un module de gestion personnelle, dans lequel je donne en fait des éléments qui, pour la part des gens, les frappent, les choquent. J'ai des questions, j'ai des gens qui me disent mais non, c'est pas possible. Enfin bon. Et donc, je me souviens, je t'avais dans le groupe et puis je commence à bazarder un peu ce qui pour moi c'est un peu les missiles, les machins un peu lourds. Et puis j'ai mon Antoine qui reste pas unfazed on dit en anglais, pas. Ouais. Puis je me dis bon. Et puis en fait c'est, je sais plus si à la pause de midi ou quand, je te dis mais puis là, tu me racontes en fait que une bonne partie de ces choses-là, tu les as déjà mis en place. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses expliquer comment tu as fait le chemin dans ta tête entre, j'imagine, tu sors d'école d'ingénieur ou d'université, etc. Tu commences ton premier job comme tout le monde, j'imagine. Comment t'es arrivé à j'organise mon temps, mes priorités, mes machins. Comment t'es arrivé à ça? Alors je pense que la raison principale pour laquelle j'ai une approche assez structurée finalement aujourd'hui, ça vient du fait que j'ai toujours souhaité avoir un bon équilibre général dans ma vie. Quand je parle d'équilibre général, ça recouvre différents aspects. On va pouvoir parler de travail ou peut-être de mission de vie. On va parler d'approche aussi de santé, équilibre santé, équilibre familial. Équilibre aussi avec les amis, d'un point de vue côté aussi relationnel, vie amoureuse. Tous ces aspects-là en fait constituent un tout pour moi et on a le risque de se retrouver un peu pris par certains éléments, certains événements qui risquent de nous bloquer. Et j'ai voulu pouvoir profiter de tous ces éléments de ma vie. Et pour cela, il a été important de mettre en place un système. Alors, je dis pas que je l'ai mis en place tout de suite. Je pense qu'au départ de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup. C'est aussi là, à mon avis, que je me suis rendu compte que il fallait faire les choses différemment pour être, certainement plus heureux, plus équilibré. Et ça s'est aussi accéléré puisque j'ai le grand plaisir d'être papa de 2 petites filles. D'avoir des loisirs et notamment de sport collectif qui me prennent du temps et que j'ai envie de poursuivre jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Et pour cela, ça a nécessité que je puisse m'organiser et aussi d'un point de vue professionnel. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup d'engagement, que peu importe l'entreprise, peu importe le poste que l'on tienne. Et très souvent, on est, je pense, trop optimiste sur notre capacité à relever tous ces engagements et à honorer tous ces engagements. Et j'ai trouvé des manières simples de me dire qu'est-ce que je peux vraiment et de manière réelle réaliser dans mon quotidien. Et j'ai apporté du coup cette structure, je dirais, à ma vie de manière générale et à ma vie professionnelle également. Alors on ira un peu dans le détail plus tard, mais tu indiques que
il y a un moment donné où tu as senti que l'équilibre était peut-être pas bon. T'as dit je bossais beaucoup. Euh, Quels sont les signes ou qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il était nécessaire de mettre quelque chose en place? Finalement, c'est quand le driver principal de sa vie devient le travail et qu'on se retrouve moins dans d'autres interactions. Quand on se retrouve je pense à penser constamment à ce que l'on doit faire. Parfois, et ça a été le cas, hein, des fois, je me réveillais la nuit en pensant à des éléments des choses que j'avais pas pu faire au travail et que je devais faire, en tout cas que j'estimais devoir faire. Et quand ça vient en fait impacter à ce point-là sa vie personnelle, là, ça commence à être trop important. En tout cas, c'est ce que j'estime. Et ça a été le cas. Ouais. Donc, pour moi, il y a, si tu veux, le feedback en fait du système de vie Antoine Bazin. Est-ce que c'était un feedback interne parce que tu avais des valeurs personnelles fortes de, je sais pas moi, de partage, etc. Ou par exemple ton épouse, tes copains, tes parents, je sais pas qui te disaient, Antoine. Alors le truc du sommeil, ça c'est clair, c'est le système personnel qui se met en alerte. Mais Ouais. est-ce qu'il y avait aussi des éléments externes ou c'est vraiment c'est venu de l'intérieur et c'est de l'intérieur que tu t'es dit non là il faut vraiment maintenant que je fasse quelque chose. Bah c'est plus de l'intérieur ouais que de l'extérieur. Ouais, c'est plus de l'intérieur que de l'extérieur, effectivement. Ouais. Après, dans mon approche interne, j'ai aussi la volonté de pouvoir, en tout cas, d'être présent, en tout cas pour mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, les personnes avec qui je fais du sport, et pour pouvoir tenir ces engagements. Voilà, pour moi, ça nécessite d'avoir une structure, une routine qui me permette d'avoir l'énergie nécessaire, hein, parce que c'est aussi une question d'énergie. Pour pouvoir honorer finalement tous ces engagements et être proche de toutes ces personnes. Parce que ce que je trouve des fois un peu étonnant, c'est que le discours de l'équilibre vie professionnelle vie privée, il y a une espèce de comment il faut dire ça, de truc implicite où dès que tu parles de ces trucs-là, en fait, c'est les gens pas ambitieux qui sont comme ça. En fait, c'est les gens qui veulent pas cravacher suffisamment fort qui viennent avec l'argument de l'équilibre vie professionnelle. Or, d'après ce que je comprends, puis comme je te connais un peu, t'es plutôt quelqu'un d'ambitieux dans le bon sens du terme, t'as envie de progresser dans ta carrière, donc on peut pas t'attribuer cette espèce de non mais en fait Antoine il veut pas vraiment progresser. C'est au contraire, Antoine c'est quelqu'un d'ambitieux et il veut avoir cet équilibre vie privée vie professionnelle. C'est juste, Oui. hein? Oui, c'est juste. C'est juste parce qu'effectivement, depuis que j'ai commencé ma carrière, en tout cas, j'estime avoir eu des belles opportunités avec avec les responsabilités associées. Pour autant, pour moi, alors quand on parle d'équilibre, et c'est souvent là où je pense qu'il y a aussi des personnes qui se trompent, les personnes raisonnent souvent en termes de temps. Un équilibre temps sur leurs différentes activités. Moi, je l'envisage un peu différemment, puisque je passe aujourd'hui effectivement beaucoup plus de temps à travailler qu'à faire et à intervenir sur les autres aspects que je citais. Pour autant, je me sens très bien dans ma peau et dans ma vie au quotidien. Pourquoi ? Parce que je pense d'abord que l'équilibre, c'est une question de ressenti. Et après, le ressenti, il est personnel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront besoin de faire plus d'autres choses que d'autres. Par exemple, plus de loisirs que d'autres. Et c'est aussi en lien avec la qualité des moments qu'on vit dans chacun des aspects. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis avec ma famille ou avec mes enfants, j'essaie toujours d'avoir un temps de qualité avec mes enfants. Même si, voilà, je me dis effectivement, je pourrais en avoir plus. Aujourd'hui, j'ai un peu de commuting quand je vais au travail. Je fais des journées qui sont, voilà, relativement longues. Mais pour autant, le temps que je passe avec ma famille, c'est un temps de qualité. Ce qui fait que je me sens pas déséquilibré sur cet aspect en tout cas. Donc, l'équilibre vie privée, vie pro, c'est pas uniquement effectivement pour les personnes, je pense, qui n'ont pas d'ambition, parce que j'ai des ambitions. Et après, ce qui est important, c'est comment on le vit. Et c'est essayer vraiment d'avoir un temps de qualité sur chacun des items que l'on fait, sur lesquels on a envie d'intervenir. Et ouais, je le résumerai comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens
peut-être plus jeunes ou pas d'ailleurs, qui ont cette idée fixe de les stakhanovistes du boulot, qui veulent y passer 12, 13, 14 heures par jour, peut-être samedi y compris, qui sont vraiment la quantité, c'est vraiment ce qui est important au niveau du travail, au niveau de l'intensité, le volume. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour leur dire, mais en fait, il y a quand même un autre moyen d'atteindre le même objectif, quoi. Oui. Alors, ce que je dirais par rapport à ça, parce que finalement, on pourrait tous, à mon avis, rester, 13, 14, 15 heures au travail si on le souhaitait, puisqu'on aura toujours quelque chose à faire. Après, là, c'est un autre, je dirais, un autre processus qui est en jeu, c'est la priorisation des tâches et de ses objectifs. Ce qui est important, selon moi, c'est d'avoir comment dire, euh, d'être clair en tout cas sur ce qu'on veut accomplir et sur ce qui importe vraiment et ce qui compte vraiment. Parce que des sollicitations, surtout je dirais dans le monde actuel, on en a constamment. Et si on répond à toutes ces sollicitations, effectivement, on risque de se retrouver submergé. L'idée, c'est de se dire quel est vraiment l'élément majeur. Alors, j'ai beaucoup de termes en anglais. On va parler de needle movers, donc des choses qui vont faire avancer, ou de prolific quality output. C'est des choses vraiment qui comptent et qui vont apporter quelque chose. Et j'essaie toujours d'avoir cette approche où, que ça soit un plan annuel, après semestriel, trimestriel ou mensuel, de me dire mes grands objectifs sont les suivants. Et de me forcer finalement à avoir des activités sur ces objectifs qui sont parfois daily, ou de me dire voilà, tous les jours je vais travailler à ces gros objectifs et le reste je vais évaluer si c'est urgent, prioritaire, et je le traiterai ou non. Mais pour moi c'est vraiment de prioriser ces tâches pour faire avancer les choses, pour faire un travail de qualité. Ouais, ok. Alors effectivement, on entre un petit peu dans le système de mise en place, puisque alors je relève aussi que tu as parlé de ressenti au niveau de ce qui est important, c'est pas le temps que tu passes, c'est le ressenti, puisque j'imagine que des gens se reconnaîtront si je dis j'ai décidé de rentrer à 17h pour passer 2 heures avec mes fils ou mes filles, mais les 2 heures que je passe avec mes fils ou mes filles, en fait, la moitié du temps, je suis en train de penser au boulot. Puis ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en psychologie du travail pour savoir que c'est pas idéal, quoi. Il vaut mieux peut-être bosser jusqu'à 18. En accomplissant les objectifs qu'on s'est fixés, et puis après 18 à 19, on a, nonobstant le commuting, etc., mais on a un moment plus de qualité. Donc ça, je pense que c'est clair, mais je pense que c'est important de le dire. Et puis la deuxième chose que je relève, c'est le fait de cette idée de ressenti, alors que moi j'appelle charge mentale en fait. Ça veut dire que plutôt que de compter en charge de travail, en temps, c'est l'impact que cette charge a sur nous. Et comme tu le disais très justement, du coup les gens vont avoir des équilibres mentaux différents. Il y a des gens qui bossent 12 heures par jour, 5 jours par semaine et s'en portent très bien, et des gens qui bossent 8 heures par jour, 4 jours par semaine, et c'est difficile pour eux. Et ça, on n'est pas tous égaux là-devant. Alors, il faut que les entreprises nous traitent de manière égale, mais ça, c'est une autre question, mais je pense que ces équilibres-là sont effectivement très différents. Au niveau... ça a commencé par quoi? Du coup, si on se replace il y a quelques années, jeune, je dis ingénieur, mais en fait de formation, tu es Universitaire. J'ai un bac plus 5, donc un master degree en ressources humaines avec une ressources orientation humaines. En droit social, ouais. D'accord, ouais, parfait. Donc, jeune cadre en ressources humaines, tu constates effectivement que tu commences à y penser trop, etc. Ton réflexe à ce moment-là, c'est de faire quoi? Alors, je l'avais déjà un petit peu, mais c'était structurer mes journées. Ok. Structurer mes journées, où en fait, chaque journée, j'ai en quelque sorte un agenda, mais qui va pas comporter uniquement les réunions que je vais avoir avec les autres personnes. C'est-à-dire, c'est comme si finalement je me fixais des réunions avec moi-même pour travailler sur certains sujets. Ce qui me permet d'avoir, donc je parlais de clarité sur ce qu'on est capable d'accomplir, ce qui me permet jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui, de me dire voilà ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et de réévaluer si nécessaire en fonction de mes priorités, en fonction de mes objectifs, ou en fonction des aléas qui peuvent tomber, si je dois ou pas replanifier. Et c'est quelque chose qui m'a permis de me sentir, et qui me permet encore aujourd'hui de me sentir beaucoup mieux, puisque quand je reste consistant sur ce que je me suis fixé,
j'ai vraiment un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée, un sentiment de fierté également, et un sentiment d'aller vraiment dans le bon sens. Donc le fait de structurer mes journées, ça a vraiment été un élément déterminant d'une amélioration de mon équilibre. Du coup, j'imagine que beaucoup de personnes, en fait, quand je leur dis de faire ça, elles remplissent la journée beaucoup trop, en fait. Elles se mettent, je sais pas, elles ont 5 réunions d'1 heure, puis elles mettent 12 tâches. Effectivement, à la fin de la journée, elles en ont fait 5 sur les 12, et là, on n'a pas le sentiment que tu décris, on a l'autre. Donc, est-ce que t'as dû t'adapter à un moment donné, ou tout de suite, t'as eu le bon sizing, la bonne dimension du nombre de tâches que tu allais faire par jour? Comment t'es arrivé à cet équilibre-là? Alors j'étais trop optimiste au départ, trop optimiste où je me fixais des objectifs vraiment straight et qui étaient parfois difficiles à tenir. Donc certaines journées j'arrivais à le faire et j'étais très heureux d'avoir honoré tout ce que je souhaitais faire. Par contre j'étais exténué parce que ça demande une concentration, une énergie et finalement peu de temps mort dans la journée, ce qui peut contribuer à augmenter la fatigue. Donc au fur et à mesure du temps, je me suis laissé des marges de sécurité pour être certain de pouvoir accomplir cette tâche. Parce qu'il y a toujours des aléas. En tout cas, par exemple, dans mon environnement professionnel, on peut être sollicité à différents instants et c'est important de garder une latitude où on peut organiser des choses différemment et avoir plus de temps pour faire une tâche parce que on aura toujours ces aléas. Donc, par exemple, une tâche qui va me prendre 45 minutes, je vais essayer de me booker 1 heure de créneau. Et un autre élément qui m'aide aussi beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement ce que l'on souhaite faire. Et donc, je pense que la tâche, il faut toujours prévoir un petit peu plus de temps que ce qu'elle va réellement prendre ou ce qu'on pense qu'elle prendra. Et un autre élément qui m'aide beaucoup aujourd'hui, qui a vraiment amélioré mon sentiment de bien-être, c'est de laisser des créneaux que j'appelle des créneaux buffer, qui me servent à absorber des tâches urgentes qui peuvent tomber la journée mais que j'avais pas prévues. Puisque l'idée c'est tout de même de rester aussi agile et de pouvoir répondre aux sollicitations qui peuvent arriver de manière journalière. Et ces créneaux de buffer me servent aussi finalement lorsque j'avais prévu une tâche en 30 minutes et que finalement elle va me prendre 45 minutes, 1 heure, d'avoir cette latitude ou de me dire au moins j'ai absorbé cette tâche via mon créneau buffer sans pour autant remettre en cause totalement l'organisation de ma journée. Parce qu'effectivement, le risque, c'est après, si on décale tout, c'est de se sentir complètement dépassé par le système. Donc c'est les deux éléments, je dirais, qui m'aident, c'est prévoir un petit peu plus de temps sur la tâche à accomplir et ensuite avoir des créneaux où on peut amortir finalement d'autres choses ou rattraper ce qu'on a mis plus de temps à faire. Et tu me disais, je crois que c'est 2 fois une demi-heure, hein, une fois le matin, une fois l'après-midi, c'est juste? Ouais, c'est 2 fois une demi-heure, effectivement. Ouais. Après, Alors, c'est mon organisation qui me convient aujourd'hui. Après, en fonction, je dirais, de l'actualité, des fois, je peux avoir plus de temps, plus de créneaux buffer parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'activité de la personne. Et quand moi, je suis par exemple à 2 fois une demi-heure par jour, peut-être que des personnes auront besoin de 2 fois 1 heure. C'est une possibilité. Ouais. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup. Comment t'as fait pour combattre le sentiment, tu vois, imagine, là, on te retrouve jeune cadre au début de ta carrière, tu dis, je vais mettre mes 12 tâches, j'arrive à en faire que 6, j'arrive à en faire que 5, j'arrive à en faire que 7, donc je dois diminuer le nombre de tâches que je vais me planifier par jour. Comment tu fais à ce moment-là pour pas te dire que, je sais pas, que t'es pas assez bon, que tu dois bosser plus, parce que la plupart des gens, quand ils ont fait 6 tâches sur 12, ils en enlèvent pas 6, ils bossent plus longtemps. Mmh. Alors, tu as parlé du fait qu'il y avait cette fatigue, hein, tu as dit j'étais exténué, donc là tu l'as senti, de nouveau il y a cette auto-perception qui était super importante. Mais comment tu as fait pour combattre ce sentiment de dire mais Antoine, allez, vas-y, tu peux faire mieux quoi. Peut-être que tu l'as pas eu d'ailleurs, hein, je sais pas. Alors, je pense si je me projette quelques années en arrière, je dirais que je l'avais pas forcément, puisqu'au départ, c'est vrai que j'avais tendance justement à avoir ce schéma où j'allais travailler plus pour pouvoir réaliser ces tâches. Aujourd'hui, ce qui m'aide aussi finalement, c'est de dresser un bilan à la fin de la journée. Dresser un bilan parce qu'en fait, on peut effectivement se concentrer sur ce qu'on avait prévu et ce qu'on n'a pas fait et se dire mince, j'ai pas réussi à faire tout ce que je souhaitais faire. On peut aussi avoir on peut procéder de la manière opposée en se disant
et en regardant sa journée en disant j'ai fait toutes ces tâches et j'ai réalisé toutes ces tâches et j'ai réussi à avancer sur ces différents sujets. Et je pense que cette méthode de faire, elle est quand même beaucoup plus positive. Et je fais plutôt partie de l'équipe des positifs que l'équipe des pessimistes. Et c'est simplement de voir le travail accompli, puisque on va souvent se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait, mais on va oublier tout ce qu'on a fait. Et voilà, quand je suis au travail, je suis 100% concentré sur ce que j'ai à faire. Je pense que j'apporte aussi pas mal de choses. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi d'avoir moins de scrupules, ou enfin, alors, pas de scrupules, mais moins de remords ou d'inquiétudes sur ce que j'ai pas réussi à faire. Donc Est-ce pardon. que tu utilises du coup un système particulier? Je crois qu'il m'a parlé du système GTD, hein, Getting Things Done. Oui, C'est un système que tu utilises? oui, c'est un système que j'utilise. Alors le système GTD, je l'ai découvert, enfin, il y a au moins 5 ou 6 ans. Et, euh, et ça me permet d'avoir ma liste de tâches. Alors j'en ai un sur mon téléphone pro, j'en ai une sur mon téléphone perso. Où j'ai mes listes de tâches effectivement avec en fait des boîtes d'entrée. Le système GTD, c'est vraiment de centraliser en fait toutes les tâches que l'on a à réaliser dans un seul système pour éviter d'avoir un calepin avec une liste de tâches, une boîte Outlook avec une liste de tâches et puis peut-être d'autres choses sur lesquelles on va mettre ces tâches. Le système GTD, c'est vraiment de tout centraliser pour libérer son esprit. Et l'idée ensuite, c'est de se dire quelles sont les tâches prioritaires sur lesquelles je dois travailler. Et c'est mon système un peu de planification où chaque fin de semaine, je fais un peu un bilan de ma semaine pour voir et faire le bilan des projets sur lesquels je souhaitais travailler, voir l'état d'avancement des différentes actions que j'avais planifiées. Et en fonction de mes priorités, hein, on en revient à la question de donner des priorités et pour vraiment apporter, en tout cas, essayer d'apporter au maximum à l'organisation pour laquelle on travaille. Alors, l'organisation ou pour sa vie personnelle, je vais réévaluer, replanifier après mes différentes actions. Et effectivement, j'ai ce système qui est basé sur différentes choses. Hein. Ça va être basé sur des critères de temps, des tâches à effectuer, des critères d'importance, des critères de lieu. Parce qu'il y a des tâches qu'on peut réaliser au travail, il y a des tâches qu'on peut réaliser à la maison, il y a des tâches qu'on peut réaliser par téléphone. Et en fonction de l'environnement dans lequel je suis, si je suis en voiture, si je suis à la maison, je suis au bureau, je pourrais adapter les tâches que je dois réaliser. Donc j'ai ce système-là et toutes les semaines, je fais une revue de mes différents projets qui sont en cours et des tâches qui sont à mener et qui figurent dans mon système GTD. Mmh. Et ça, j'ai une application, une application que j'utilise sur mon téléphone qui reprend le système GTD, Qui s'appelle? qui s'appelle Things. Donc choses en anglais au pluriel. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. C'est marrant parce que en fait, moi, j'ai jamais lu GTD, mais je me suis aperçu en parlant avec des gens qui l'ont lu, bien lu et appliqué, que je suis arrivé un peu finalement indépendamment aux mêmes conclusions que l'auteur. La liste de tâches uniques, la priorisation, la planification hebdomadaire et quotidienne. Et pour moi, ça c'est un signe qu'il y a quand même une bonne manière de faire. Enfin, pas une bonne, c'est pas la meilleure, mais il y a une meilleure manière de faire. Dans le sens, par rapport à l'organisation générale que les gens peuvent découvrir, ou finalement les gens ont l'organisation qu'ils ont parce qu'ils ont celle qu'ils ont. Je pense pas qu'ils sont assis en disant à 22 ans en sortant de l'université ou des études se dire voilà comment je vais bosser. Je pense que les gens ils se mettent au boulot puis pouf, ça vient comme ça. Donc mais je pense que le fait qu'on y arrive de manière indépendante, c'est un signe qu'il y a cette idée par exemple de liste de tâches uniques. Je pense qu'elle a une vraie valeur. Le fait de s'asseoir pour planifier, je pense que ça a une vraie valeur. Le fait de mettre des créneaux pour travailler avec soi-même et des rendez-vous avec soi-même, ça a une vraie valeur. Le fait de prévoir des tampons de temps le matin, l'après-midi pour gérer l'imprévu, ça a une vraie valeur. Donc toutes ces choses-là, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent non mais moi je bosse comme ça. Puis chaque fois je leur dis ouais mais en même temps si tu suis mon cours c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas aussi bien que ça quoi. Parce que sinon tu serais pas là. Donc je sais pas comment finalement c'est moi qui vais te demander conseil là, mais je sais pas comment expliquer aux gens que certes ils font ce qu'ils font, c'est bien, mais que il y a une manière de faire qui va les rendre plus sereins que cette espèce de frénésie professionnelle quoi.
Ouais. Alors, je saurais certainement pas les convaincre. Ce que je pourrais simplement dire, c'est que aujourd'hui, je me sens très bien, je dirais très bien dans ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, malgré voilà des événements qui peuvent être qui peuvent être stressants, des responsabilités qui restent, je pense relativement importantes. Et mais j'arrive à bien vivre tout ça, à me sentir proche de ma famille, proche de mes amis, à être proche de ma femme, de mes filles, continuer à être présent et de faire du sport collectif un sport collectif, ça nécessite des engagements, hein, des entraînements, des matchs, etc. Et clairement, si j'avais pas aujourd'hui ce système, je serais pas capable de faire tout ce que je fais et de le faire aussi sereinement, parce que c'est ça, hein, le but c'est pas de courir à tout va et de se sentir complètement fatigué, épuisé. Je ne suis pas épuisé, je suis pas fatigué, je suis bien dans ce que je fais, et je pense que mon système m'apporte beaucoup dans cet élément-là. Et si je peux juste rajouter une chose sur la méthode GTD, il y a un élément qui est aussi positif, parce que très souvent, lorsqu'on a des projets à mener, parfois on sait pas par où commencer. Et une des techniques en fait qui est enseignée, c'est de se dire ok, on a un gros projet, on sait pas forcément par où commencer. Quelle est la première action à mettre en œuvre pour lancer la démarche? Et le simple fait de se poser cette question, je crois beaucoup au pouvoir des questions. Hein, c'est vraiment si on progressait tous sur la manière de se questionner, on ferait, je pense collectivement, de très gros progrès. Et donc simplement le fait de se poser cette question sur quelle est la première action que je dois mener pour entamer ce projet, et ben ça va créer du momentum. J'ai pas le mot en français, je suis désolé. Ouais. Mais il n'existe pas. Moi, j'ai toujours de la peine à le trouver aussi. Ça va créer de l'élan et un élan positif, puisqu'en fait je ne sais pas quoi faire je réalise ma première tâche. Ok, bah là j'ai la deuxième qui va se mettre là. Ok, j'ai réalisé la deuxième et il y a un effet d'entraînement qui va arriver, qui va permettre de faire avancer les choses. Voilà, c'est aussi ça que j'apprécie et que j'ai apprécié dans la méthode GTD. C'est pour combattre la procrastination, hein, qui est un des éléments qu'on combat souvent quand on fait de l'autogestion, de la gestion personnelle. C'est cette idée de bloc. Hein. Alors c'est marrant parce que dans l'art, c'est pareil en fait. Je suis sur pas mal de forums de musique, par exemple, et les gens parlent de writer's block. Hein. Les gens sont bloqués, ils n'arrivent pas à écrire une chanson. Et le conseil des gens, c'est souvent de dire, je sais pas, t'ouvres ton logiciel de musique. Tu l'ouvres déjà. Ouais. Pose-toi pas de questions, tu l'ouvres. Et puis quand tu l'ouvres, tout à coup, tu crées un nouveau projet. Puis après, et donc c'est cette espèce de, c'est un peu comme s'il fallait bypasser notre cerveau conscient, notre cerveau, oui, conscient, dans le sens, mais non, fais des choses et inquiète-toi pas du résultat. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant comme manière de faire ce court-circuit, quoi. Quel est l'élément central dans le fait que tu arrives à faire durer cette méthode? Parce que des méthodes, c'est comme la perte de poids. Hein. Il y a des régimes partout. Les gens font 6 mois, ils sont heureux, puis après ils plongent et puis c'est pire qu'avant. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que ça fait maintenant de nombreuses années que tu es serein au boulot, que la promesse que tu nous as faite là était vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce qui fait que ça marche sur le long terme? Alors on parlait de structure, je parlais de structure tout à l'heure. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est pas je m'astreins, puisque je le fais finalement avec plaisir, à des revues régulières de mon organisation et de l'efficacité de mon système et de mon équilibre. C'est-à-dire que chaque semaine, donc les éléments que je citais tout à l'heure, hein, santé, travail, donc mission de vie, relation avec la famille, relation avec les amis, etc. Je l'évalue sur mon ressenti en me disant très bien, est-ce que de 0 à 10, où est-ce que je me situe? Et ça me permet de réajuster, rééquilibrer si jamais je viens à dériver sur certains points. Ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de prendre beaucoup de recul, et c'est vital, hein, je pense quand on est dans une démarche, dans ce genre de démarche, hein, qui est une démarche d'amélioration personnelle. Et c'est mon système, je pense, de revue qui m'aide aussi à garder le cap aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai énormément de routines. J'ai des routines journalières
sur lesquels je m'appuie pour faire vivre aussi ce système-là. Et d'avoir c'est bête, mais tous les jours j'essaie de penser à mes grands objectifs. Parce que c'est aussi pour ça que les résolutions du nouvel an finissent par ne pas être tenues, c'est parce qu'en fait on garde pas un contact avec elles constant. Et le simple fait de se rappeler les objectifs qu'on poursuit de manière journalière, après je le fais également de manière effectivement hebdo et puis mensuelle, ça me permet de garder cette flamme en fait, de garder cette flamme et de toujours vouloir continuer à utiliser ce système et à m'améliorer, puisque c'est avant tout, je pense que ça marche aussi parce que j'ai cette volonté en tout cas j'essaye de m'améliorer constamment. Je considère pas avoir la solution ni la meilleure solution. D'ailleurs, je continue de lire beaucoup en parallèle de livres de développement personnel et autres, mais je pense que c'est effectivement le fait de mesurer, d'évaluer et de réévaluer qui me permet aujourd'hui de tenir cette structure. Donc, 2 choses. Rester en contact avec ses grandes aspirations, ses grands objectifs. Ça veut dire les noter quelque part, les avoir présents, les regarder le matin quand j'arrive au boulot, les mettre en fond d'écran. Enfin, je sais pas, hein, trouver un moyen à soi d'avoir cette aspiration proche, en fait, de rester proche. Et la deuxième, c'est mesurer, en fait, certains indicateurs qui nous sont propres pour mesurer justement cette espèce de taux de satisfaction, d'équilibre global dans les différents aspects de la vie. Tu m'avais mentionné le nom d'un auteur qui t'avait aidé dans cette réflexion-là. Oui, alors c'est un coach que je suis qui est très présent sur les réseaux, qui s'appelle Brendon Burchard, et qui justement, les items que je citais sur voilà, la mission de vie, la famille, la vie amoureuse, etc., c'est des items que lui propose via un journal qu'il suit. Et il a notamment développé une application qui s'appelle Growth Day, qui permet de faire ces évaluations. Alors ça va même au-delà, là je suis pas rentré je dirais dans le détail, mais il y a aussi des prompts journaliers pour avoir vraiment une approche intentionnelle de la vie, avoir de bonnes intentions sur tout ce que l'on va vivre. Voilà, si on a envie d'être heureux, comment intentionnellement je vais faire en sorte, voilà, d'apporter de la joie par exemple, ou de vivre des expériences spécifiques ou spéciales, puisqu'en fait, si je suis pas intentionnel et si je n'y pense pas et je ne souhaite pas les mettre en œuvre, elles n'arriveront pas. Par contre, si je me pose la question de me dire qu'est-ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais vivre cette situation, quel sentiment j'ai envie d'éprouver quand je vais le faire, ça aide aussi à se projeter positivement, pardon. Donc voilà, c'est effectivement un auteur qui est intéressant à suivre selon moi. Qui propose une structure qui aide aussi et qui peut aider à ce que les gens se sentent mieux, puisque c'est un coach, mais à la fois professionnel, mais aussi un coach de vie. Et en parallèle, c'est vrai qu'il y a toujours autour de ce milieu, je dirais, du développement personnel, il a un podcast également, et il y a beaucoup d'invités qui permettent de traiter de différents aspects, et je m'inspire beaucoup finalement de ces podcasts et des invités qu'il peut avoir, pour moi améliorer les choses après dans ma vie. Mais effectivement, il s'appelle Brendon Burchard. Merci. Je relève aussi en fait la troisième chose, mais qui est à la deuxième, comment faire durer ce système dans la durée. Enfin, c'est un pléonasme, mais c'est pas grave. C'est revisiter le système en fait. C'est voir qu'est-ce qui peut être amélioré ou changé dans le système. Surtout que nous allons changer parce que nous prenons d'expérience, nous prenons de l'âge, il y a des besoins qui vont changer. Donc c'est très important de pas établir un système et s'y tenir de trop fermement, mais d'avoir quand même de la distance par rapport à ce système pour pouvoir le regarder, l'observer, l'analyser et le changer quand ce sera nécessaire. Parce que tes petites filles sont jeunes, les miens ils ont 17 et 19 ans. Même si on a, toi et moi, besoin d'un certain équilibre, ce sera pas le même, il va pas fonctionner de la même manière. C'est pour ça que les recettes toutes faites sont dangereuses. Je pense que les principes sont une bonne chose parce qu'on peut adapter le principe à sa situation. Et d'ailleurs, c'est souvent je suis pas un énorme fan de développement personnel parce que souvent il est mal fait et il donne des recettes. Alors quand il est bien fait, il donne des principes et ça permet aux gens la liberté de l'adapter à eux. Et je sais pas aussi si vous avez entendu, chers auditeurs, chères auditrices, la voix et l'engagement d'Antoine quand il parle de ces choses-là. Et on voit que c'est vraiment
quelque chose qui lui tient à cœur et moi je trouve qu'il y a une sérénité qui se dégage de toi quand on te rencontre, qui est la preuve pour moi que le truc il fonctionne, c'est-à-dire que tu l'as vraiment pris pour toi et tu as réussi à l'adapter d'une manière qui est vraiment intéressante, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on termine? Oui, alors simplement sur moi je crois beaucoup au pouvoir des habitudes. Au pouvoir des habitudes, on parle de habits. Et quand on parlait de réévaluation, ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé de mettre en place des habitudes parce que je pensais qu'elles étaient bonnes, parce qu'elles avaient été conseillées. Je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas forcément efficaces, et pour autant, je m'y suis pas accroché parce que j'avais cette réévaluation quotidienne où je me dis est-ce que ça a une plus-value pour moi ou pas? Et c'est vraiment important enfin voilà, je crois beaucoup en essayer, voir le résultat. On échoue ou ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qui nous permet de savoir justement ce qui fonctionne vraiment pour nous. Et je pense qu'il faut vraiment que les personnes n'aient pas peur de mettre en place de nouvelles habitudes, d'essayer des choses. Voilà, il y a effectivement beaucoup de recommandations très souvent qui sont faites, mais qui n'apporteront pas aux personnes. Mais l'important, c'est d'essayer, tester, découvrir ce qui nous convient. Moi, il y a beaucoup de choses qui, au départ, je pouvais avoir des doutes, hein. Par exemple, sur le fait de tenir un journal, hein, parce que c'est un peu l'idée aussi qui se cache derrière. Mais finalement, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup. Et pourtant, au départ, j'étais pas forcément très, très fan du principe. C'est la même chose pour la méditation. J'ai déjà essayé par le passé, j'avais pas accroché. Et je fais à nouveau de la méditation et ça m'apporte beaucoup. Donc ça rejoint ce que tu disais aussi sur le fait qu'on peut évoluer. On peut à un certain moment essayer quelque chose, ça ne fonctionne pas, mais on peut y revenir ensuite. Et c'est ça en fait que j'apprécie dans le système, c'est de vouloir essayer d'apporter des choses au quotidien pour s'améliorer. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on fait autre chose ou on garde son système et rien ne nous empêche derrière de le faire évoluer. Et vraiment mon système est en perpétuelle évolution depuis que je l'ai mis en place et c'est ça qui est important. Voilà, il y a effectivement pas de recette miracle, mais une recette à adapter. Super. Merci beaucoup Antoine. Vincent. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.